Alors, je vous inviterai à venir vous asseoir avec nous. Il y a de la place en avant. Approchez-vous tout le monde. D'abord, bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être là. Courageux que vous êtes, puisque nombre d'entre vous étiez à des vitrines tard hier soir. Mais vous le savez mieux que moi, la bourse Rideau, c'est un moment d'intensité. Alors donc, c'est la deuxième édition de ce forum Rideau. Je me présente, je suis Juliane Richard, je suis directrice générale de Rideau. Et je suis très heureuse de pouvoir offrir cette journée-là aujourd'hui où on va réfléchir sur toutes sortes d'enjeux qui concernent la diffusion des arts de la scène à différents points de vue. Le numérique, mais aussi on jasera de public, adolescent, de hip-hop, de marketing des médias. Bref, vous avez l'horaire entre les mains, vous le savez donc mieux que moi. Alors, j'ai souhaité donc que nous en ayons un peu pour tous les goûts, puisque je pense que c'est un moment important de se réunir et de réfléchir sur les enjeux qui nous concernent, de regarder un peu ce qu'il y a devant ensemble pour qu'on puisse, je dirais, se décoller de notre quotidien, de nos tâches, puisqu'elles sont nombreuses, et avoir ce moment de réflexion et ce point d'orgue dans notre année tous ensemble, producteurs, artistes, diffuseurs, tous ceux qui seront au rendez-vous et bien sûr les panélistes et les conférenciers. Ça nous permet peut-être juste de prendre un petit peu un certain recul et ensuite de revenir au travail avec une perspective différente. Je tiens à remercier sincèrement la coordonnatrice du forum, Caroline Lavoie, qui a réuni les gens que vous allez entendre durant la journée, qui a fait un travail extraordinaire. Donc, merci beaucoup, Caroline, pour ton travail. Elle a été secondée aussi dans ce travail-là par Katia Marie. Donc, merci beaucoup, les filles. Vous êtes d'une efficacité redoutable. C'est grâce à vous qu'on va pouvoir avoir une très belle journée, je l'espère. Je tiens aussi à prendre quelques instants pour remercier nos partenaires financiers qui rendent cette journée possible. Alors, bien sûr, d'abord, le Centre des congrès qui nous accueille ici. Merci, M. Bouchard, pour votre soutien et votre implication. Il y a également le Service du développement économique et des grands projets pour son soutien financier à la Ville de Québec. Merci à Mokhtar et à Julie, merci beaucoup. Au CALC, bien sûr, au gouvernement du Québec, le coup de pouce de Québec numérique et aussi de l'ADNI. Donc, voilà, ce sont des gens qui ont travaillé avec nous pour vous préparer cette journée. Je vais porter aussi à votre attention sur le fait qu'à la fin de la journée, on a un pot de l'amitié, donc sauvez-vous pas trop vite. Juste avant, on aura l'occasion de se retrouver une fois de plus tous ensemble pour échanger. Les conférenciers sont invités aussi à se joindre à nous. Ce sera l'occasion pour échanger sur les réflexions qu'on aura eues dans la journée avant de poursuivre ensuite vers les plages des producteurs. Il y a également ce midi où le dîner vous est offert. Ce sera une activité de réseautage. Alors, on a souhaité favoriser la rencontre entre tout un chacun. C'est la raison pour laquelle nous allons vous assigner une table. Alors, on vous demande de jouer le jeu avec nous pour que vous puissiez discuter, rencontrer différentes personnes, différents réseaux, panélistes et autres. Alors, voilà, je vous demande juste de jouer ce jeu-là avec nous. Vous verrez remettre un numéro de table à votre entrée. Et puis, ça va être une surprise pour voir avec qui vous allez partager ce repas. Ce matin, je souhaitais, en fait, ouvrir ce forum-là sur une note un peu plus philosophique que technique, en fait. J'ai souhaité qu'on se mette un peu tous au même diapason, dans le même état d'esprit, qui est celui de l'ère qui, je dirais, nous traverse et nous habite notre quotidien depuis maintenant un moment. On est des contemporains de ces changements qui se font chaque jour à une vitesse folle. Mais c'est intéressant de voir qu'en s'élevant un peu plus, en regardant les choses sur le temps long, on s'aperçoit qu'au fond, c'est un changement de paradigme qu'on est en train de vivre, passer d'une ère industrielle à une ère numérique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être, de vivre, de travailler, de se côtoyer, de collaborer à l'ère numérique? Je pense que c'est un autre état d'esprit que celui qu'on a connu, je dirais, au 20e siècle.
C'est pour cette raison que j'ai fait appel à Sylvain Carle pour ouvrir ce forum, pour que tous ensemble, on puisse comme être à la même place, commencer cette journée-là avec ces propos d'ordre un peu plus, comme je vous le disais, philosophiques. Alors, Sylvain, c'est un adepte des technologies émergentes. Il est entrepreneur, le développement de l'entrepreneuriat, le développement de logiciels, les médias numériques, sociaux, l'intéresse et le passionne. Et cette conférence d'ouverture-là, il nous partagera donc sa réflexion sur l'avènement de cette ère numérique qui est maintenant. Et d'une manière, en fait, plus pragmatique, nous intéressera sur comment on passe au numérique, comment on pense, comment on repense l'ensemble de nos activités. Alors, je n'en dis pas davantage et je lui laisse la parole. Sylvain, à toi. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à tous. Il faudrait bien que je débarre mon ordinateur si je veux vous présenter quelque chose. Voilà. Bonjour. Ce matin, mon défi, c'est de faire court avec de grands principes. Comme on le disait en introduction, j'ai voulu aller chercher un peu l'essence de ce qu'était le numérique et c'est ce que je tente de vous présenter ce matin, cet esprit numérique. Je me présente pour commencer, je m'appelle Sylvain ou A Sylvain, comme on me retrouve sur Twitter. On me surnomme aussi A Frog in the Valley puisque je suis allé vivre quelques années dans la Silicon Valley pour y travailler. Je dis souvent à la blague, je viens de l'Internet. C'est ma spécialité. Je suis invité pour être le représentant de l'Internet. Internet qui a bien besoin de représentation ces jours-ci. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça devient. L'Internet, pour beaucoup, c'est Facebook. Mais je vous prends ce petit extrait-là puisque j'étais samedi soir à Châteauguay, dans une belle salle pour écouter et me réjouir de la pièce « J'aime Hydro ». Et je vous mentionne ça ce matin parce que pour moi, je ne suis pas ici par intérêt professionnel, je suis ici par principe et par passion. Je pense que ce que vous faites est crucial et je suis fier de pouvoir être ici avec vous. J'aurais voulu être un artiste, malheureusement, je n'en suis pas un. J'en connais beaucoup, ce sont mes amis, c'est ma blonde qui est réalisatrice. Ce sont peut-être mes enfants qui arrivent à la vingtaine. Et donc, qu'est-ce que je suis, par exemple? Je suis un futuriste pragmatique. Okay, qu'est-ce que c'est un futuriste pragmatique? C'est mon travail de jour, quand je ne fais pas des conférences, c'est d'être un investisseur en capital de risque. Qu'est-ce que ça fait un investisseur en capital de risque? Ça investit dans les nouveaux projets, dans l'espoir de faire un retour financier. Mes amis qui me connaissent me disent « Qu'est-ce qu'un socialiste comme toi fait dans une firme de finance, Sylvain? » La réalité, c'est que le capital de risque au Québec, au Canada, c'est beaucoup des fonds publics. Donc, la plupart des investisseurs dans nos fonds, ce sont des fonds publics ou des fonds de pension. Donc, c'est l'argent de tous. Donc, je prends ça comme une mission sociale d'investir dans l'émergence des technologies. J'aime bien cette image. Elle représente la vision qu'on a du futur à un moment donné. C'est toujours drôle de regarder le passé puis de voir dans le passé comment on voyait le futur, qui est aujourd'hui le présent, bien entendu. Donc, cette idée-là que une des choses qui est le plus difficile quand on veut faire de la prospective, quand on veut regarder dans le futur, c'est qu'on a tendance à regarder le futur à partir de ce qu'on sait. On a tendance à regarder le futur à partir d'une certaine perspective. Si vous voyez aujourd'hui une voiture comme ça sur les routes, vous savez qu'il y a quelqu'un quelque part qui s'amuse et que ce n'est pas très sérieux. 4 citations en anglais, mais je vais vous les traduire en français. J'étais à South by Southwest l'année dernière, qui est une des grandes conférences en interactif, musique et cinéma. Et puis, Bruce Sterling, qui est le pape de South by Southwest, mais c'est un auteur de science-fiction, mais aussi un anthropologue, disait que
bien, finalement, c'est à nous d'écrire le futur. Hein. Le futur, c'est l'histoire qui n'est pas encore arrivée. McLuhan, que vous connaissez sûrement, qui est un de nos grands penseurs canadiens des médias, explique un peu une phrase que j'essaie de vous illustrer dans une image. On avance dans le futur en utilisant notre rétroviseur. Donc, c'est un peu périlleux, puis on ne va peut-être pas aussi vite qu'on pensait. En même temps, il faut comprendre notre passé, comme le disait George Orwell dans une version un peu plus dystopienne de cette vision. Si on comprend, on contrôle le passé, on contrôle le futur. Mais ça se passe au présent. Et puis, la dernière qui est ma préférée, William Gibson, un autre auteur de science-fiction canadien, qui dit que le futur est déjà ici. Il n'est juste pas distribué ou pas accessible pour tout le monde de la même manière. Si on regarde ça, j'ai cherché des images de comment on voyait le futur. Et puis, surtout, ce que j'ai trouvé le plus amusant là-dedans, c'est que quand je me posais la question, qu'est-ce qui est fondamental à votre métier, à votre pratique ici chez Rideau, au Forum Rideau, je me suis dit, bien, il n'y a que 2 attributs importants et majeurs au spectacle, c'est le temps et l'espace. Hein, le spectacle a ces attributs essentiels d'être à un moment précis, à un endroit précis. Et je me suis dit, bien, ça tombe super bien, c'est les thèmes préférés de la science-fiction. Et donc, je pourrais faire de l'extrapolation à partir de ça. Conseiller en management, là, beaucoup plus sérieux, mais Peter Drucker disait la meilleure façon de prédire le futur, c'est de l'inventer. C'est facile à dire. Je pense qu'une autre manière de le faire, et je vous présente ici quelques-unes de mes récentes ou moins récentes allocutions, je pense qu'une meilleure façon d'aborder le futur ou de comprendre son présent, c'est d'en parler. Donc, il y a pour moi, dans la première étape pour faire quelque chose, c'est de commencer par s'en parler entre nous. Ça me fascine que, là, je vous parle de futur depuis tantôt, puis de numérique, puis de tout ça, mais la grande réalité, là, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de la futurologie, on n'a pas besoin de prédire le futur pour parler numérique. Il y a du monde qui comprenne comment ça fonctionne depuis 1995. Là, je fais le calcul, là, ça fait plus qu'une trentaine d'années, quasiment 35. Nicolas Negroponte, qui était le directeur du Media Lab au MIT à Boston, avait écrit en 1995 cette lettre presciente. C'était dans un des premiers numéros de la revue Wired, qui existe encore aujourd'hui. Wired, qui veut dire branché, hein, qui c'était bien. Dans les années 90, on avait cette idée-là que le réseau, c'était nécessairement des fils, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui dans la plupart des cas, sauf si vous visitez des centres de données, vous allez voir qu'il y a encore du fil puis du matériel. Mais il y avait cette vision ce qui était très juste, c'est qu'il disait, il a compris quelque chose de fondamental et le vocabulaire qu'il utilise est intéressant puisqu'il nous aide un petit peu à passer outre ce que j'appellerais l'iceberg du numérique. Lui, il appelle ça des bits puis des atomes. Donc, il met par opposition le matériel, le physique, et ce qui est dématérialisé, ce qui est numérique. Et puis, ce qu'il dit, c'est que quand on comprend les fonctionnalités et les attributs de ce qui est physique et de ce qui est dématérialisé, bien, ça ouvre toute une série de possibilités. Et ce qu'il disait en 1995, il dit, ces principes-là que j'annonce ici, ça ne marche pas super bien encore en 1995, mais un jour, quand ça va fonctionner, et très bientôt, qu'il dit, quand être numérique, ça va être la norme, ces principes-là vont être fondamentaux, vont être compris par tout le monde. Donc là, je me suis posé la question, quand est-ce que c'est la norme d'être numérique? Là, c'est à 95 quand même. Là. Je pose la question, est-ce que c'est la norme d'être numérique aujourd'hui? Non. Si c'était la norme, on ne ferait pas une conférence d'ouverture sur le numérique. Quand on ne fera plus de conférences sur le numérique sera devenu la norme. Et je me trouverai un deuxième métier. Pourquoi c'est compliqué de parler du numérique? Bien, parce que tout est numérique.
l'information, les données, on a le savoir numérique, on a l'inspiration numérique, il y a la création numérique, l'appropriation, la copie, le remix, le marketing numérique, on en parle aujourd'hui, la distribution, les modèles d'affaires numériques, le piratage numérique, la mesure numérique, l'auditoire numérique, ça se dit-tu? Les utilisateurs, les contributeurs, les artisans. Mais si tout est numérique, là, quand on attrape ça par où? Par quel bout on commence? Je me suis dit que je vous ferais un plan numérique en 5 minutes ce matin. Mais avant, je suis allé sur Flickr, un site Internet d'images, puis je me suis dit, essayons de trouver une image qui résume le numérique. Oh, wow! Bonne chance! Je ne vous demande pas de la lire, mais ce qui est intéressant, c'est que ce que j'aime particulièrement dans cette visualisation-là, c'est qu'on nous parle de gens, de procédés et de produits. Donc, au moins, il y a une certaine façon d'y penser. Mais la complexité, elle vient de là. Elle vient du fait que les logiciels libres, c'est couvert dans le numérique, l'impression 3D, la réalité augmentée, les robots, l'intelligence artificielle, les senseurs, le cloud, les réseaux sociaux, la vie privée et le sociofinancement, ce sont tous des sujets numériques. Ça ne nous avance pas trop. Là, je me suis dit, la meilleure façon, avec vous, la façon la plus constructive d'y arriver et réfléchir, c'est de retourner à la mission première de chaque organisation. Donc, je vous parlais tantôt de l'iceberg, la pointe de l'iceberg du numérique. La vraie réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit numérique ci, numérique ça, etc., on cache qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Et l'essence de la transformation numérique, c'est la transformation organisationnelle. Donc, il n'y a rien de plus important dans l'immatériel que les personnes. S'il n'y a pas de transformation numérique, s'il n'y a pas de transformation organisationnelle. Donc, montrez-moi une organisation qui ne se transforme pas, qui ne change pas, qui n'évolue pas, et je vous montre une organisation où c'est garanti que le numérique ne fonctionne pas. Même pas besoin d'essayer, même pas besoin de plan, même pas besoin de dépenser des centaines de milliers de dollars ou des dizaines de dollars, ça ne va pas fonctionner. Si on va au cœur de la mission, ce n'est pas compliqué. Quand on veut faire une réflexion numérique sur un sujet, on trouve les éléments principaux. En programmation, on dirait les objets. Si la mission de Rideau, c'est de participer au développement et la reconnaissance de la profession de diffuseur et la promotion des droits et des intérêts de ses membres, afin de favoriser la rencontre entre œuvre et public. Voilà, c'est ça la base de notre plan numérique pour Rideau, c'est ces 3 éléments-là. Des œuvres, des publics, des rencontres numériques. C'est tout. OK, merci. OK. Je vais l'illustrer un peu quand même. On va regarder pour le temps. On a une petite demi-heure. Ce matin, on est un peu coincé, fait que je vais essayer de faire vite. Je vais commencer par des contrastes. Ce qui est intéressant aussi avec le numérique, si on revient à cette dualité des bits et des atomes, c'est de se dire, il y a de rendre numérique, comme je vous montrais avant, de rendre numérique ce qui est au cœur de notre pratique. Donc, comme je disais, les attributs fondamentaux, puis corrigez-moi si je me trompe, mais les attributs fondamentaux du spectacle qui font que qu'on l'apprécie, c'est vraiment le lieu et le moment. On a ici quelque chose qui est superbement anti-numérique dans la façon dont on le vit aujourd'hui. Il n'y a rien de plus réjouissant que de fermer son écran, de se décoller les yeux de sa petite plaquette de verre pour vivre l'expérience d'être quelque part avec des gens et d'être ébloui, ébahi, d'être ému. Donc, cette idée-là de dire qu'à la base, l'expérience, l'exclusivité, parce que quand on va voir un spectacle, c'est comme je le disais, au détriment du temps et de l'espace. On n'est pas ailleurs, puis on est à ce moment-là présent. Mais ça, c'est l'essentiel. Fait que la première réflexion à dire, c'est comment on peut rendre plus numérique ces attributs premiers-là de votre métier.
Donc, comment on rend les lieux plus numériques? Il va y avoir des présentations aujourd'hui, entre autres le réseau Scène, je crois, où on branche des salles ensemble. Là, on étend le lieu avec des capacités qui nous viennent du numérique. On pourrait avoir un spectacle où il y a 2 salles, il y a un spectacle, il y a 2 auditoires, 2 publics, mais qui n'en deviennent qu'un seul parce qu'ils participent ensemble. Il y a aussi le moment. Donc là si la deuxième partie de la réflexion, c'est de voir le contraire. Si on utilisait le numérique pour complémenter tout ce qui est l'essentiel de votre métier. Donc, votre réflexion numérique, vous pouvez l'appliquer à ce qui est premier dans votre métier, mais aussi à tout ce qui est complémentaire. Et de par mon expérience, c'est beaucoup plus facile de commencer par ce qui est complémentaire. C'est plus facile parce que c'est peut-être moins réglementé, moins cadré, c'est peut-être une pratique moins établie, et donc ça laisse plus de place à l'expérimentation. Donc, autour du spectacle, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce que j'utilise le numérique pour tout ce qui se passe ailleurs que dans la salle de spectacle? Samedi soir, il y avait une rediffusion sur les ondes, en streaming, pour utiliser le terme technique, anglophone, une rediffusion audio du spectacle sur Internet. Est-ce que ça a fait vendre moins de billets de ce spectacle-là qu'il y a une rediffusion live sur Internet? Non. Ça va probablement faire vendre plus du prochain. Les gens pourraient dire, « Ouais, mais si tu l'as déjà entendu, tu vas-tu aller le voir? » Vous savez comme moi, aller voir une pièce de théâtre, c'est pas comme l'écouter à la télé. J'ai grandi sur les beaux dimanches où on écoutait des pièces de théâtre à la télé. C'est pas comme aller le voir en personne. Donc, si on réfléchit à l'ailleurs, mais aussi ce que j'appelle les autres temps. Si ce qui est si précieux dans un spectacle, c'est le moment, qu'est-ce qu'on peut faire en numérique pour l'avant et l'après? Et donc, développer une trame narrative autour d'un spectacle qui est en continu. Et si on prend une œuvre, et même on prend un peu de recul, et on parle des artisans, bien l'ensemble des œuvres d'artistes, ça aussi en soi, c'est numérique. Et donc, cette idée-là d'être capable de mettre en lien et de regarder, OK, c'est quoi des attributs pour les ailleurs ou les autres temps, la relation que j'ai, le partage, l'attachement, il y a un acte d'identité. Quand on utilise un numérique sur quelque chose de physique, ça passe souvent par une déclaration identitaire, consciente ou inconsciente. J'étais là. Moi, j'aime ça, ce genre de spectacle-là. L'avant, l'après, comme je disais. Les liens et les hyperliens. L'autre chose qui est géniale du numérique, c'est que c'est infini. Ma métaphore préférée de l'Internet, c'est le livre sans fin. Il n'y a pas de dernière page, puisqu'on peut toujours, quand on a fini de lire quelque chose, on peut aller lire quelque chose d'autre. Quand on a fini d'écouter une chanson, il peut y en avoir un autre qui commence automatiquement, basé sur des principes algorithmiques. Mais on ne parle pas de ça ce matin. Je vais vous parler de rivalité, mais pas dans le sens compétition, dans le sens de biens rivaux. Okay? Pour comprendre vraiment le numérique, il faut comprendre ce principe essentiel-là de ce qu'on appelle les biens rivaux. C'est quoi un bien rival? Un bien rival, c'est un biscuit. Si j'ai un biscuit et je veux partager mon biscuit, je dois couper mon biscuit en 2 pour t'en donner une moitié. Maintenant, on est 2 à avoir une moitié de biscuit. Un bien non rival, c'est le numérique est par défaut souvent non rival. Un bien non rival, c'est si moi j'ai une chanson numérique et je t'en donne une copie. Moi, j'ai encore ma chanson, toi, tu en as une. Bon, il n'y a pas eu de perception de droit, là. Ça, c'était une autre question. Mais je n'ai pas perdu. OK, on va faire quelque chose de plus simple. Mettons que j'ai complètement les droits. J'écris un petit programme. Ça, c'est plus simple, il m'appartient. J'écris un petit programme. Bon, je l'ai copié-collé parce que je suis allé voir sur Internet comment, là, mais j'écris un programme et puis je le distribue sur Internet à coût moindre, parce que ça ne coûte pas très cher de distribuer du code sur Internet aujourd'hui. Bien, à chaque personne qui utilise mon code, ça me crée plus de valeur. Ça ne m'en enlève pas. Il y a une multiplication. Donc, le principe fondamental derrière tout ça, c'est que pour les biens numériques, pour les œuvres numériques, il y a plus de valeur dans l'accès que dans la protection d'accès.
Après, il faut faire un modèle d'affaires qui prend en compte ces principes-là. Mais à la base, en numérique, la distribution et l'accès sont ce qui crée de la valeur. Fait que si vous avez un modèle d'affaires qui est basé sur préserver l'accès, garantir l'accès, restreindre l'accès, parce que c'est comme ça qu'on fait de l'argent ou qu'on se finance, c'est plus difficile en numérique. C'est pas impossible, mais c'est pas mal plus difficile. C'est pour ça que vous êtes chanceux, en quelque part. Vous êtes bien chanceux parce que vous avez des attributs essentiels au spectacle qui sont très, très, très difficiles à reproduire en numérique, qui sont très difficiles à copier. Un spectacle, c'est essentiellement un bien rival. Hein? Allez voir cette fois-là, dans ce petit bar-là, à Québec, quand j'ai vu Malajube, il y a tant d'années, peut-être 15 ans, puis il y avait juste comme 40 personnes dans la salle, c'est unique. Je peux bien voir l'enregistrement, peut-être que j'ai le T-shirt que j'ai acheté, mais ce spectacle-là, il est unique. Fait que vous êtes très chanceux parce que vous avez un produit, une matière première qui est unique et qui tire la plupart de ses bénéfices de choses qui sont très difficiles à répliquer en numérique. Par contre, peut-être à cause de ça, ça rend peut-être un peu plus complexe ou compliqué la réflexion de quels sont les compléments numériques qu'on peut rajouter et qui ajouteraient encore plus de bonheur ou de valeur. Tu vas toujours dire valeur, c'est un peu fatigant. De bonheur autour de ce qu'on présente. Donc, des pistes concrètes. Je donne quelques pistes concrètes, puis après, on va conclure. Une transformation numérique, un processus numérique, ça doit partir de l'interne. Absolument. Vous pouvez vous engager des consultants, des gens qui vont vous accompagner. Faites-le, c'est bon. N'en faites pas tout seul. Des guides, des bonnes pratiques, il y en a. Il y a des mesures d'accompagnement là, dans le dernier plan culturel numérique. Mais ça doit être enraciné à l'interne. Si ce n'est pas géré à l'interne, ça ne va pas marcher. Donc, c'est mieux d'engager quelqu'un à l'interne. Soit il y a une personne qui lève la main et qui dit « OK, moi, je vais rajouter ça à tout ce que je fais déjà. » Ou vous donnez le mandat à quelqu'un et vous gardez une partie importante de l'allocation de temps du budget de cette personne-là à la communication. Donc, que ça soit coordonné, écrire, résumer, partager, commenter. C'est très important de garder une partie importante. C'est une partie principale, excusez-moi, une partie importante, que ça soit important. Une partie pour toute la communication autour de ça. L'idéal en innovation, moi j'appelle ça le sandwich de l'innovation. Ça prend la base, le bottom-up, donc il faut que les gens qui participent y adhèrent, et la direction, le top-down. Hein, s'il n'y a pas d'implication de la direction dans un projet, bien, ça va nulle part. Donc, ça prend les deux, absolument. Et puis, finalement, une erreur à ne pas faire, sachez qu'en numérique, tout se mesure. Et donc, ça prend des métriques, des objectifs, des mises à jour, des suivis, des tableaux de bord, des indices, des données. Je vous attache tout ça en conclusion. Dernier principe que je vous passe, c'est que l'innovation, c'est rare. Tu peux prendre ton temps pour innover, mais généralement, les bonnes conditions d'innovation, c'est quand on va aller un peu plus vite que d'habitude, puis quand on a un peu moins de moyens que d'habitude. C'est pour ça que les plus grandes compagnies Internet qu'on a aujourd'hui, ils ont tous été créés dans la crise Internet ou dans la crise financière, parce que ça crée des bonnes conditions. Dans la présentation, vous irez voir ce lien-là. Pour moi, la culture, c'est le système d'opération, si on fait une analogie informatique de la société. Donc, votre rôle à vous, c'est d'être des hackers. Vous êtes le moyen de transmission du virus de la culture pour le bien de tous. Cette citation-là de Buckminster Fuller, mon Californien préféré, qui dit « C'est vraiment, vraiment difficile de changer quelque chose qui existe en tentant de l'affronter, de le combattre de face. C'est mieux de construire un nouveau modèle et de montrer que ce modèle-là fonctionne. » Et j'en parle pas ce matin parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui en parle aujourd'hui, mais au cœur de la transformation numérique, il y a les données. Ici, ce n'est pas pour rien qu'on parle de modèle.
il est important aujourd'hui, et d'ailleurs, il y a des ateliers aujourd'hui, cette semaine à Montréal, même avec Culture Montréal, il y a un atelier de cartographie de la créativité numérique. Mais cette idée-là d'avoir des données puis de les connecter ensemble, c'est au cœur des nouveaux modèles. Je termine en vous présentant mon hacker préféré, qui s'appelle Fred, puisque c'est celui qui a la langue, l'histoire et le Québec à cœur. Fait que je vous laisse sur un défi. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qu'on ne peut pas faire tout seul? C'est la mission, c'est le défi que je vous lance. Comment est-ce qu'on se multiplie? Je vous ai même fait un plan là, en 5 étapes, 5 niveaux, vous le lirez. Je pense que les 2 premiers, on peut les faire tout de suite. Là. Le niveau 0, c'est de comprendre et d'essayer, ou essayer de comprendre. Le niveau 2, c'est de le faire plusieurs fois. Moi, j'aime bien ce modèle-là qui dit, il y a phase 1, découverte, phase 2, validation, phase 3, répétabilité, efficacité, et phase 4, on le fait à grande échelle. Fait que si vous produisez 10 spectacles par année, faites-en pas 10 d'un coup. Commencez donc avec une petite expérience et soyez de plus en plus confortable. Niveau 3, c'est de le faire ensemble, beaucoup plus difficile, de manière imparfaite. Puis niveau 4, c'est de l'amener à ce que ça profite à tous, au bien commun. Fait que si je me dis un niveau par année, 2018, 0 et 1, 2019, niveau 2, 2020, niveau 3, 2021, niveau 4. Okay? Un plan de 4 ans. Il faut commencer avant les élections, par exemple. C'était ce que j'avais à vous présenter ce matin. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous donne quelques pistes. Je serai disponible pendant la journée à l'heure du lunch ou au 5 à 7 ou au 3 à 6, là, je ne sais pas exactement, pour en parler avec vous. Je vous remercie de votre attention ce matin.